Voilà le premier livre que j'ai publié chez les éditions Vérone pour mieux vivre, maîtriser les catégories de l'existence. Et puis là, on voit la liste des 16 concepts fondamentaux. Donc, je vais lire l'introduction pour mieux vivre, maîtriser les catégories de l'existence. Introduction. Bienvenue pour la lecture d'un livre original. Je me présente succinctement. Je suis un chercheur en mathématiques et philosophie, ayant fait de nombreuses études académiques et en autodidacte. J'ai eu l'honneur d'avoir démontré plusieurs théorèmes nouveaux. Et je vous raconte pas la liste, elle est énorme. Puis après plusieurs décennies de recherche, j'ai découvert quelques nouvelles théories. Oh bah dis donc. L'objectif de ce livre est de vulgariser une nouvelle théorie mathématique concernant une modélisation de l'état émotionnel d'un existant conscient. D'abord, je tiens à souligner que c'est un livre de vulgarisation. Comme première règle, je prends en considération le fait que mon lecteur n'a pas forcément les bagages mathématiques pour comprendre les équations multidimensionnelles dans des espaces abstraits. Je vais fournir des efforts de pédagogie pour rendre cette nouvelle théorie la plus accessible possible. De plus, comme deuxième règle, j'expliquerai cette théorie en utilisant pas les symboles ou formules des mathématiques, beaucoup trop compliqués pour la majorité des gens. En effet, cela peut rebuter certaines personnes d'être confrontées au formalisme rigoureux des mathématiques. Il y a un double intérêt à modéliser un existant conscient. D'abord, mieux se comprendre soi-même et mieux comprendre les autres êtres humains. C'est Socrate qui a préconisé la célèbre maxime « Connais-toi toi-même ». En effet, c'est un principe premier de la sagesse d'un être. C'est un bon point de départ, mais se connaître n'est pas suffisant. En effet, il vaut mieux aussi se comprendre un maximum. C'est une utopie pour un être humain de se comprendre totalement. C'est une quête sans fin. Un principe de sagesse est plus un être humain comprend la nature humaine, soi-même et les autres, plus il peut s'adapter favorablement à la vie humaine. Comme beaucoup d'êtres humains, j'ai pris conscience que j'ai un corps physique, mais aussi des émotions. D'un certain point de vue, l'ensemble de mes émotions forme mon état émotionnel. Par exemple, parfois je suis joyeux, parfois je suis triste. Une bonne question qui se pose est comment? Comment? Une base de recherche est de commencer par identifier les différentes causes qui engendrent mon état émotionnel. Un principe de sagesse nous enseigne que la majorité des problèmes complexes sont multifactoriels. Ainsi, il est rare qu'il n'y ait qu'une seule cause, et en général, il y a une myriade de causes. Puis on peut observer que chaque cause de mon état possède une pondération plus ou moins intense. Par exemple, on suppose qu'il y a 3 causes principales pour l'état d'un être humain à un instant du temps. Généralement, les différentes causes n'ont pas les mêmes intensités. On peut avoir la première d'intensité forte, la deuxième d'intensité moyenne et la troisième d'intensité faible. Un cas particulier est un être humain qui éprouve du plaisir à manger une glace en été en écoutant de la musique au bord de la mer. Chacune de ces causes engendre du plaisir pour l'être humain plus ou moins intensément. Ensuite, en continuant la recherche, on étudie les relations entre les différentes causes avec leur pondération.
on s'aperçoit entre autres que les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. La nature humaine n'est clairement pas déterministe. Ensuite, le plus naturel est de classer cette base de données en différentes catégories. Ces différentes catégories sont les 16 concepts fondamentaux qui seront introduits plus tard. Ce qui suit est une introduction assez courte aux différentes notions mathématiques, théorie, modélisation, postulat. Une définition des mathématiques est un ensemble de connaissances abstraites résultant de raisonnements logiques appliqués à des objets ainsi qu'aux relations qui existent entre ces objets. D'une certaine façon, un objet a la possibilité d'être ce que l'on souhaite. Par exemple, l'état d'un gaz ou bien l'état d'un être humain, comme dans cette théorie. Comprendre une bonne partie des mathématiques n'est pas simple du tout. Il m'a fallu des années d'études et de recherches pour commencer à comprendre. Depuis Pythagore, un des premiers principes des mathématiques est que l'on peut tout quantifier avec un ensemble de variables. En effet, sa célèbre maxime est que tout est nombre. Concernant certaines problématiques, la quantification est naturelle, tandis que pour d'autres problématiques, la quantification est complexe. Par exemple, il est naturel de quantifier le poids d'un objet grâce à l'unité de mesure du Newton, en l'honneur du célèbre scientifique. En revanche, quantifier les émotions humaines est un problème complexe. D'ailleurs, certaines personnes pensent que c'est impossible, tellement c'est difficile. Pourtant, un célèbre jeu d'enfant concernant l'amour distingue différentes intensités, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et pas du tout. Depuis l'illustre penseur grec Platon, on sait qu'il vaut mieux accumuler du savoir à la fois en mathématiques et en philosophie. D'ailleurs, sur le fronton de son académie était gravé que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Géomètre est l'ancien nom de mathématicien. Ainsi Platon nous enseigne que le but du philosophe est d'atteindre la sagesse, dont un des moyens est l'apprentissage des mathématiques. Pourquoi pensait-il cela ? Parce qu'une certaine maîtrise des mathématiques développe entre autres l'esprit de rigueur et une meilleure capacité de distinguer le vrai du faux. D'un point de vue moderne, la philosophie est l'art de se poser les bonnes questions et la mathématique est la science pour y répondre. Ce qui peut paraître surprenant pour un non-mathématicien est... Chaque théorème démontré est une vérité éternelle découverte, relative à un ensemble de postulats. Par exemple, on démontre facilement que 7 fois 8 égale 56 dans la théorie de l'arithmétique. On peut se convaincre trivialement que c'est une vérité éternelle. Par exemple, en achetant 7 paquets de 8 bananes, et en comptant une à une toutes les bananes, au miracle, on obtient 56 bananes. Je m'inscris dans la philosophie de Platon pour son monde des idées éternelles, en opposition avec une philosophie d'Aristote. C'est pour cela que je parle de vérité éternelle, puis de découverte, et non d'invention. D'ailleurs, la majorité des mathématiciens modernes sont platoniciens. De plus, depuis des millénaires, on n'a jamais vu un théorème qui fut prouvé faux, dans le sens non vrai. C'est pour cela que l'on continue à enseigner depuis des millénaires toujours les mêmes théorèmes. Un langage logique est construit avec une syntaxe et une sémantique. Une syntaxe est un système de symboles et de règles pour les combiner.
Une sémantique permet d'interpréter les symboles et les formules en signification. En général, il y a un consensus sur la syntaxe d'un langage logique. En revanche, il arrive souvent des divergences d'opinion concernant l'interprétation des conclusions, donc de la sémantique. Historiquement, c'est Xénocrate qui a introduit la logique comme l'étude des règles formelles que doit respecter toute argumentation correcte. Puis le célèbre Aristote a largement diffusé les premières bases de la logique aux philosophes et aux scientifiques. Ensuite, Leibniz, au XVIIe siècle, développa la logique formelle. Le philosophe Kant disait « La logique est une science qui expose dans le détail et démontre avec rigueur les règles formelles de toute pensée. » Puis en 1847, George Boole révolutionna la logique en une nouvelle forme à la fois symbolique et mathématique, fondée sur une approche algébrique et sémantique. Depuis, les mathématiciens ont bâti des cathédrales abstraites de structures logiques. Ainsi, on peut penser à tout sujet d'étude en utilisant sa raison guidée par une logique spécifique à la problématique. Puis on établit un ensemble de connaissances qui est forcément abstrait sur ce sujet. Donc tout est mathématisable. Assez souvent, face à une telle assertion, une personne émet des doutes, voire est sceptique. Mais en général, on peut la convaincre en commençant par donner des exemples issus des nouvelles technologies, comme la transmission des sons ou des images grâce au téléphone portable, compacté en fichiers remplis que de 0 et de 1. Une grande difficulté dans la mathématisation de toute problématique est de trouver et comprendre quelle logique employer. Par exemple, quand j'étais jeune et naïf, je pensais que la logique binaire s'appliquait partout et en particulier en amour. Évidemment, je ne comprenais pas grand-chose à l'amour et à toutes ses subtilités. Maintenant, je comprends bien qu'il vaut mieux utiliser une logique probabiliste pour comprendre entre autres l'amour. Historiquement, le mot théorie vient du grec théoria, qui signifie contempler, examiner, observer. Maintenant, une théorie est un ensemble cohérent d'explications, de notions et d'idées sur un sujet précis. Une des choses les plus difficiles est de prouver la cohérence logique d'une théorie. De plus, une théorie mathématique se fonde sur un ensemble de postulats. Par définition, un postulat est une proposition, hypothèse, que l'on demande d'admettre avant un raisonnement. C'est une hypothèse que l'on suppose vraie. Historiquement, c'est Euclide qui fut le premier véritable mathématicien à avoir utilisé les postulats pour fonder une théorie mathématique. En particulier, c'était la géométrie. On rappelle que son premier postulat fut par 2 points, passe un segment. Avec une approche intuitive, ce postulat semble être une évidence par construction, mais avec une approche plus en profondeur, on se rend compte que ce n'est pas si simple que cela. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas beaucoup la puissance et l'intérêt des postulats. D'abord, un postulat me semblait être tellement évident que je me demandais pourquoi on n'arrive pas à le démontrer. Par exemple, le 5e postulat d'Euclide, par un point pris hors d'une droite, on peut y mener une parallèle. Cela me semblait tellement naturel en géométrie que je croyais que c'était une vérité universelle. D'ailleurs, pendant des siècles, la majorité des scientifiques pensaient cela, et même certains d'entre eux critiquaient les mathématiciens qui tentaient de démontrer ce postulat. Puis les mathématiciens ont compris qu'il existe d'autres géométries, fondées sur d'autres postulats. En géométrie sphérique, il y a 0 parallèle, tandis qu'en géométrie hyperbolique, il y en a une infinité de parallèles. De plus, une succession de génies en mathématiques
a même démontré que ces trois géométries sont cohérentes. Ainsi, on conclut l'indémontrabilité de ces différents postulats en géométrie. Ce n'est pas simple de comprendre la nécessité d'avoir un ensemble de postulats pour construire une théorie mathématique. C'est une entreprise difficile intellectuellement de découvrir cet ensemble de postulats. Un esprit jeune pourrait croire que l'on commence une recherche par énoncer certaines hypothèses. En fait, non, dans la plupart des cas. Un chercheur commence par observer un certain temps suffisant, puis analyse les données pendant longtemps, pour enfin construire des hypothèses plausibles. Ensuite, le chercheur étudie la cohérence de l'ensemble de ces hypothèses et aussi la justesse des implications de ces hypothèses avec une certaine adéquation avec le réel. Enfin, une fois que le chercheur est satisfait de sa théorie, il renomme ses hypothèses en postulats. Puisqu'aucun être humain n'a la science infinie, infuse, on est obligé de partir d'hypothèses pour construire un raisonnement. Il est illusoire de raisonner justement sans hypothèse. En revanche, on peut raisonner justement avec des fausses hypothèses, ce qui aboutit inéluctablement à une contradiction. Dans cette nouvelle théorie, il y a 8 postulats pour modéliser l'état émotionnel d'un être humain. Cela peut paraître surprenant de modéliser un sujet aussi complexe avec seulement un petit nombre d'hypothèses. De plus, 2 de ces 8 postulats sont assez élémentaires. Ce sont le premier et le troisième postulat. En revanche, les 6 autres postulats sont plus ou moins fortement complexes. De mon point de vue, c'est mon 5e postulat qui est le plus complexe. En effet, j'introduis 16 espaces-temps différents avec chacun une structure de lois différentes. Une théorie doit respecter plusieurs critères, comme la correspondance entre ces principes et l'observation des phénomènes. Il vaut mieux qu'une théorie soit capable de prédire les résultats de certaines expériences et que l'observation du réel confirme ces prédictions. Dans l'histoire de ma recherche de cette théorie, j'ai commencé par l'observation des êtres humains, surtout en m'observant moi-même dans le présent, quand je vis certains événements intenses émotionnellement, puis en méditant sur mon passé pour mieux comprendre mes différents états. Enfin, par l'observation des autres, au bout d'un certain temps, ma base de données sur l'être humain était considérable, mais assez désordonnée. Heureusement, les principes de sagesse mathématique m'ont aidé à clarifier la situation. Un premier principe est la recherche des invariants dans la base de données. Ensuite, j'ai construit pas à pas, avec un va-et-vient incessant entre théorie et pratique, un modèle théorique mathématique de l'état émotionnel d'un être humain. Par définition, une modélisation est une représentation d'un phénomène à l'aide d'un système qui possède des propriétés analogues ou isomorphes à ce phénomène. Les scientifiques ont déjà modélisé plusieurs types de phénomènes avec des succès indéniables, surtout dans les sciences de la nature, mais pas encore concernant le fonctionnement d'un être humain. Le chapitre 2 de ce livre est une introduction aux 8 postulats, puis le chapitre 3 sera consacré à certains approfondissements de ces postulats et aussi à l'énoncé de quelques théorèmes. Enfin, le chapitre 4 conclura.